Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial au sein du Grand Palais pour un événement exceptionnel, le plus grand événement de l'IA cette année 2025. Nous sommes à Adopt AI et pour ce podcast, Deep Talk spécialement à Adopt AI, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de marque puisqu'aujourd'hui je reçois le groupe Chief Data Officer de BNP Paribas, une banque internationale connue de tous. J'ai le plaisir d'accueillir Hugues Evans. Bonjour Hugues. Bonjour Rémi, merci pour l'introduction, ravi d'être là. Je suis ravi de te recevoir. On va parler IA, on va parler banque, on va parler avenir. L'idée, c'est de commencer peut-être sur nous présenter ce que c'est la banque BNP Paribas et quel est ton rôle. BNP Paribas, c'est une grande banque européenne, leader européen dans son domaine, qui travaille sur à peu près tous les métiers de la banque et de l'assurance, avec trois grands pôles. Un pôle de banque de financement, d'investissement pour les grands corporates et les institutionnels, un pôle plus orienté retail banking, donc banque de détail, et puis un pôle qui réunit différents métiers de l'asset management, de l'assurance et du real estate. On va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'on a un super cadre derrière. Aujourd'hui, l'IA est au cœur de cet événement puisqu'on voit les deux lettres, hein, IA là-bas autour de cet événement. Je sais que chez BNP Paribas, vous avez industrialisé les cas d'usage IA. Ce n'est pas uniquement des réflexions. Aujourd'hui, on parle de 1000 cas d'usage en IA en production d'ici 2025, donc sur cette année, 100 en IA générative, donc vraiment ce qui nous intéresse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces cas d'usage? Oui, bien sûr. Donc effectivement, on s'était fixé une ambition 2025 à l'occasion du plan GTS, le plan en fait Growth, Technology et Sustainability. Et cette ambition d'avoir 1000 cas d'usage en production et de générer 500 millions d'euros de valeur, je pense que l'objectif en valeur est peut-être le plus pertinent. En fait, on l'a déjà atteint. On l'a atteint fin 2024. Donc finalement, une année en avance du plan. On a déjà délivré les 500 millions d'euros de valeur. Et du coup, on s'est fixé une nouvelle ambition qui est 250 millions d'euros additionnels. Donc au total, 750 millions d'euros de valeur à délivrer, non plus pour 2025 mais pour 2026. Donc on s'est donné 2 ans pour atteindre cet objectif et on est en ligne avec cet objectif et plutôt confiant dans l'atteinte. Une question sur le ROI, parce qu'on parle beaucoup de ROI dans les cas d'usage. Comment BNP aujourd'hui mesure la création de valeur sur ces projets IA? Est-ce que c'est en chiffres? Est-ce que c'est des indicateurs particuliers? C'est vrai que c'est hyper intéressant de savoir comment on calcule son ROI sur un cas d'usage IA génératif. C'est une bonne question et en fait la réponse elle dépend un peu du cas d'usage. Donc j'ai pas une réponse simple et unique malheureusement, mais en gros, soit on fait plus de revenus, donc par exemple on va gagner des parts de marché. C'est un exemple qu'on a sur nos salles de marché. On fait ce qu'on appelle du mail to trade ou du chat to trade. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre nos demandes clients envoyées par chat ou par email, interroger nos moteurs de cotation pour avoir un prix sur le produit demandé par le client. Et le trader n'a plus qu'à vérifier que l'offre qui sort du moteur de cotation correspond à la demande du client et proposer l'offre au client. Ce qui fait qu'on fait plus de volume de trade sur des produits intéressants et du coup on gagne des parts de marché comme ça. On va avoir des méthodes comme par exemple on fait des campagnes pour acquérir des nouveaux clients. Et donc, on arrive grâce à l'IA à mieux à améliorer le retour sur investissement de nos campagnes, à améliorer le taux d'acquisition de nouveaux clients. Et en fait, c'est des modèles qui nous permettent de mieux cibler nos bases de prospects avec des offres adaptées et avec un canal de reach out le plus optimal, que ce soit la voix, le texte, des notifs dans l'app, des mails, etc. Donc ça, c'est Et gagner ça, plus d'argent. par exemple, c'est acquérir plus de nouveaux clients. Et là, on le fait, on évalue le B-case pour répondre à ta question via des méthodes d'A/B testing. C'est-à-dire, on va tester la méthode A traditionnelle sur un échantillon de population, de prospects, et une méthode B améliorée avec l'IA. Et on mesure le saut de performance, le gain de performance en comparant les deux. Et après, c'est ce qu'on crante comme gain. Puis après, sur des projets de réduction de coûts, par exemple, on va mesurer que tel process consommait tant de temps. Donc demain, on peut faire plus de volume avec les mêmes équipes grâce à des gains d'efficacité. Et tout ça aujourd'hui, en fait, on a une gouvernance de l'IA qui est mise en place dans le groupe, avec notamment un stream, une gouvernance pilotée par la finance du groupe,
pour valider nos BKs, valider la manière dont on valorise, fournir les méthodes et les normes pour justement évaluer ces économies ou ces revenus additionnels. Donc tout ça, c'est largement encadré. Donc c'est vrai sur la finance, on a aussi un comité sur la gestion des risques, les risques de modèles notamment. On a un comité sur le déploiement de plateformes IT. Donc là, c'est l'IT qui est en lead pour définir les assets IA dont on a besoin demain pour servir toutes les entités du groupe. Et on a aussi un stream avec les RH du groupe, pour piloter les montées en compétences, la formation de l'ensemble des collaborateurs, les différents événements qu'on peut créer et comment accompagner le développement des collaborateurs du groupe pour être sûr qu'ils puissent s'approprier ces technologies du mieux possible, l'utiliser au quotidien dans leur métier ou lancer des nouveaux projets. Hyper intéressant. On voit que la création des cas d'usage et la gouvernance des cas d'usage est quand même bien cadrée chez BNP Paribas. On ne s'attendait pas à moins venant d'une banque. La gouvernance et l'éthique aussi, j'imagine qu'elle est bien cadrée. Si on rentre un peu sur les risques et les billets, je sais que c'est des sujets qui sont très importants. Est-ce que justement vous avez aussi mis en place quelque chose autour des billets, des risques, de la sécurité des IA? On a pu voir récemment avec Cloudflare qui est tombé, avec des problématiques sur des serveurs comme AWS. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une politique de sécurité et de contrôle des billets des IA? Oui, tout à fait, c'est crucial. Parce que, en fait, le plus important quand on déploie l'IA, c'est d'aller vite, mais de manière sécurisée. C'est le seul moyen d'aller loin. Et donc, dans le groupe, on a mis en place un certain nombre de principes d'IA responsable qui tournent autour de la fairness, donc être sûr qu'on n'a pas d'IA biaisée, de la transparence, de l'explicabilité, de la capacité d'avoir des données fiables et disponibles pour nos IA, de monitorer nos IA en production. Et en fait, ces principes, ils sont déployés à travers un certain nombre de gouvernances. Donc, on a une General Policy sur l'IA qui explique ces principes d'IA responsable. On a des frameworks sur la data quality qui nous permettent de mettre en qualité les données critiques qui alimentent nos modèles d'IA, alors selon une logique risk-based, toujours. Et on a ce qu'on appelle des standards de modélisation qui sont utilisés par les développeurs pour préparer les datasets qui viennent alimenter leurs modèles, pour faire le feature engineering, pour évaluer leurs modèles, pour valider leurs modèles, pour monitorer leurs modèles en production. Donc tout ça, c'est les cadres qu'on met en place, des cadres qui sont des principes un peu d'IA responsable et qui s'appliquent à la donnée sous-jacente au modèle. Et sur la sécurité, effectivement, c'est primordial. Donc nous, on a dans le groupe une approche sur un cloud privé. Donc on a assez peu de services qui tournent sur des clouds externes. Et ça, c'est un asset très important. Et dans le déploiement de l'IA, on utilise la même approche. C'est-à-dire que nos partenariats avec nos fournisseurs de LLM, notamment Mistral, c'est des modèles qu'on pose dans nos infrastructures, qui sont dans nos murs. Et c'est sur ces modèles qu'on va faire tourner les cas d'usage les plus sensibles. Ceux qui manipulent des données clients, par exemple, des données de production, des données de flux. Parce que, voilà, comme je le disais en introduction, le plus meilleur actif, c'est la confiance qu'on va avoir dans ces IA. Et du coup, la sécurité, on ne transige pas avec. Ouais. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a cette stratégie on-premise dans les murs de la banque pour déployer ces IA. Très intéressant. Tu parlais de souveraineté, notamment avec Mistral AI. Est-ce qu'aujourd'hui, les choix technologiques sont dictés chez BNP Paribas sur cette souveraineté? Est-ce que vous avez envie de pousser l'écosystème français? On voit ici des magnifiques startups françaises. On pense à Mistral, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que quand vous choisissez un fournisseur ou un cloud provider ou une solution que vous allez acheter, est-ce que vous privilégiez les sociétés françaises et européennes? Nous, on va privilégier les solutions d'abord les plus performantes. Et effectivement, Mistral fait partie des IA les plus performantes aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est le premier critère de choix. Après, effectivement, l'avantage de Mistral, c'est qu'il nous aide donc, les critères d'IA responsables que j'ai décrits s'appliquent à nos IA internes, donc les IA traditionnelles que j'appelle des algorithmes de machine learning qu'on entraîne sur nos propres données pour des cas d'usage spécifiques, mais ils s'imposent aussi à nos fournisseurs d'IA. Et Mistral est capable de nous ouvrir ces modèles, de nous expliquer comment ils fonctionnent,
Ce qui nous permet à nous de garantir effectivement ces questions de biais, ces questions même de guardrails, c'est-à-dire de contrôle sur les IA, de comprendre comment elles se comportent. Et donc ça, c'est primordial dans le choix qu'on va faire de nos fournisseurs. Et puis après, on a un autre critère, c'est qu'on est soumis à une réglementation européenne à travers les AI Act, le RGPD. Et donc ces réglementations nous imposent aussi des contraintes de résidentialité quelque part de nos données. Donc dès qu'on utilise des clouds qui font voyager nos données, par exemple, outre-Atlantique, ça c'est des problématiques qu'on va essayer d'éviter puisqu'on préfère que nos données restent chez nous, à la maison. Très clair. J'ai une question sur les enjeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2020, fin 2025. On sent que l'IA est assez mature, l'IA générative en tout cas. On a développé des chatbots avec du RAG. On parle beaucoup d'agentique AI. Est-ce que 2026 sera l'année des agents IA? Et est-ce que chez BNP Paribas, vous avez déjà commencé cette réflexion et des cas d'usage spécifiques sur les agents IA? Et est-ce que tu pourrais nous citer peut-être, vos enjeux sur 2026 sur l'IA générative, et deux, peut-être nous teaser quelque chose qui va sortir bientôt chez vous? Donc sur les IA génératives, avant de parler des agents, je pense qu'on n'est pas encore au bout du chemin. C'est-à-dire que aujourd'hui, la donnée non structurée, on apprend à la gouverner. Dans le sens où on se rend compte qu'on a besoin d'alimenter nos assistants virtuels avec nos propres bases de connaissances, et on a besoin que ces bases de connaissances soient fiables, disponibles, gouvernées, c'est-à-dire avoir des responsables autour de ces données, de ces informations, pour alimenter nos IA. Et quelque part, les agents viennent introduire finalement un challenge supplémentaire, parce que demain, les agents vont transformer les IA non plus dans les capacités d'analyser la donnée et de suggérer des réponses, mais dans les capacités d'action, de prise de décision, de déclencher des workflows. Et donc, ça veut dire que ce poids sur la fiabilité des données et la disponibilité des données, il va devenir de plus en plus fort. Et donc, finalement, l'écueil qui consistait historiquement à dire tiens, je vais prendre toutes mes données, toutes mes bases de procédures, mes fiches produits, mes normes, mes standards, les déverser dans une IA, et puis la magie va se passer. En fait, on a tous compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, au fond, dans ce vaste ensemble de données non structurées, il faut arriver à comprendre les données qui sont critiques, les données qui sont essentielles, et celles-ci les mettre en gouvernance. Et donc, c'est ça l'enjeu. Et donc, nous, dans la banque, on a un cadre de gestion de la qualité des données qui permettent d'assurer la gouvernance, le lineage, la qualité selon des critères de qualité, des rôles, des responsabilités, etc. Et donc, ces cadres qu'on a appliqués historiquement sur les données structurées, puisqu'on a beaucoup de modèles qui tournent dans la banque, on a beaucoup de reporting sur des risques réglementaires. On va progressivement le déployer selon une logique risk-based sur les modèles ou les cas d'usage autour desquels on en a besoin. L'enjeu, c'est la donnée. C'est la donnée. Et puis peut-être que demain, on aura des agents IA qui vont nous aider à organiser cette donnée, à classifier une procédure, un standard, une norme, et à identifier des incohérences entre une guideline group et une procédure locale. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on apprenne. Et ensuite, l'autre question, c'est comment on injecte cette connaissance dans ces modèles. Donc c'est là aussi où les partenariats avec Mistral sont importants, pour comprendre si on doit faire du retrieval, injecter la connaissance dans le prompt directement, donc du prompt engineering, ou faire du fine-tuning des modèles. Et donc, c'est sur tous ces aspects-là qu'on continue de progresser pour être prêt. Et un des exemples où on est passé à l'échelle, c'est Hello Bank qui a déployé lundi, qui a étendu son test. Donc, ils ont un assistant virtuel qui s'appelle Héloïse, qui a été étendu lundi à 250 000 clients de Hello Bank, et qui sera étendu en janvier à l'ensemble des clients de Hello Bank, et qui s'appuie du coup sur nos infrastructures LLM, qui sont des infrastructures mutualisées dans le groupe, donc servicées pour tous les métiers du groupe à un endroit unique. Et c'est le lieu où on assure la sécurité, la conformité des modèles vis-à-vis de nos besoins, et la capacité d'articuler des bases de connaissances mutualisées ou locales, pour le cas de Hello Bank, qui peut avoir des produits spécifiques qui viennent alimenter leurs IA.
Et donc voilà, c'est un exemple de déploiement Un exemple de sécurisé déploiement. responsable Bah, d'IA. écoutez, écoute, on te souhaite en tout cas un bon déploiement pour la semaine prochaine. Pour Héloïse, du coup. Héloïse, c'était lundi et Ah. sur 250 000 clients et en janvier sur l'ensemble de la base client d'Héloïse. Et en janvier, ça de va se Héloïse. client. Bah, écoutez, on vous souhaite des bons déploiements. On sent qu'une énergie très forte, en tout cas, de déployer des cas d'usage très intéressants auprès des clients. Les agents qui arrivent l'année prochaine avec une IA contrôlée et des datas de qualité. Je pense qu'on a fait le tour avec la gouvernance et la souveraineté. Merci beaucoup, en tout cas, Hugues, pour cette Merci intervention. Rémi, avec plaisir. Tu es bienvenu dans le podcast quand tu veux pour faire un sujet bien plus long. On pourra parler du retrieval et du RAG et de ces sujets-là. En tout cas, merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. accepté mon invitation et bon salon. Merci, à bientôt.